Salam alaikum, Azzoul Laoun, bonsoir. Le déficit de confiance envers la justice algérienne n'est plus un simple constat. Il est devenu une tendance structurelle. Les discours officiels qui insistent sur la nécessité de gagner la confiance du citoyen par l'exécution des décisions judiciaires masquent une réalité plus inquiétante. Ce n'est pas l'application des jugements qui est en cause, mais leur équité et l'indépendance même des institutions. Quand la justice semble à géométrie variable, équilibrée entre citoyens, mais partielle lorsqu'il s'agit de l'administration ou de l'État, l'exécution des décisions devient secondaire. Ce qui mine la confiance, ce sont les procédures biaisées, les détentions prolongées, les poursuites contre les journalistes, militants ou universitaires et les atteintes aux libertés fondamentales. La situation se détériore encore avec des lois liberticides, la possibilité de déchoir un citoyen de sa nationalité ou de contrôler strictement la création et la survie des partis politiques transforment des droits fondamentaux en privilèges conditionnels, soumis à l'appréciation de l'exécutif. Dans ce contexte, l'État ne protège plus la citoyenneté, il l'instrumentalise. Parallèlement, des voix critiques se voient réduite au silence. La fermeture du siège de SOS disparu à Alger illustre de ce resserrement méthodique du champ politique, juridique et médiatique. L'ombre de la loi et de l'administration se fait alors outil de pression et le droit devient écran plutôt que garantie. Face à ce constat, la confiance ne se décrète pas. Elle se bâtit par l'indépendance de la justice, le respect des droits de l'homme et des libertés publiques, l'égalité réelle devant la loi et la protection des citoyens contre toute instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Sans ces garanties, l'exécution des décisions restera un geste formel, vidé de sens, tandis que le pouvoir continuera à miner consciemment ou non la dignité et les droits de ses citoyens. L'Algérie est à un carrefour. Restaurer la justice et protéger les droits fondamentaux n'est pas une option, c'est une urgence civique et morale. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, la justice à deux vitesses entre citoyens et pouvoir. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous donc ce soir Yamina Bayad, journaliste, militante des droits humains. Elle est avec nous par téléphone depuis Londres. Yamina Bayad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Il y a une sorte de parasite. Ah, est-ce qu'on a un petit souci de connexion, nos amis de la régie? On va essayer de régler ça, Yamina Bayad, on va essayer de régler donc la connexion avec vous. Je rappelle que vous êtes donc journaliste et militante des droits humains. Vous serez avec nous et aussi, Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, de la Fédération internationale des droits humains, il sera avec nous aussi par téléphone depuis la France. Je ne sais pas si Maître Issa Rahmoun, je pense qu'il est avec nous. Oui, Maître oui, Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar, mais c'est la même chose. Hein, il y a beaucoup de parasites, le son n'est pas très clair, hein, c'est pas très audible. C'est pas très audible. On va essayer de régler ça. Avant de vous donner la parole, on va essayer de régler ça. Et bien sûr, entre-temps, on va passer une revue de presse très rapidement, avant de donner la parole donc à nos invités. Espérons qu'il n'y aura pas de problème de son. Et on va commencer d'abord la revue de presse
ce communiqué de SOS disparu que vous êtes en train de voir, donc après la fermeture du siège du SOS disparu à Alger, elle a été fermée par les autorités. Donc voilà, c'est le communiqué de SOS disparu aujourd'hui, donc aux alentours de 13h30. Un dispositif impressionnant, composé de corps constitués de l'État, notamment des policiers en uniforme, accompagnés de représentants des autorités algériennes. C'est présenté au siège de SOS disparu. Ils étaient munis d'une décision de fermeture et de mise sous scellé des locaux datés du 12 mars 2026. Voilà, donc le communiqué est long, bien sûr, mais j'ai juste lu donc une petite partie de ce communiqué de SOS disparu. Un autre titre de l'APS, le ministre, l'APS, donc le ministre de la Justice, souligne l'importance de former des magistrats spécialisés pour promouvoir le secteur de la justice, a titré donc l'APS. Et le site de l'APN, troisième titre, le site de l'APN, l'Assemblée populaire nationale, donc le site plus le communiqué. Le titre est en arabe. الاتحاد البرلماني العربي يجدد التزامه بحقوق الإنسان ويشدد على ضرورة احترامها وحمايتها. Ibrahim Boughali, bien sûr, qui est président de l'Assemblée populaire nationale, mais aussi président de l'Union parlementaire arabe, renouvelle son engagement en faveur des droits de l'homme et souligne la nécessité de les respecter et de les protéger. Voilà, on peut lire donc dans le communiqué donc, l'Union parlementaire arabe et qui est son président actuel, donc Ibrahim Boughali, président donc de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Un autre titre, le Matin d'Algérie, le siège de SOS disparu à Alger, fermé par les autorités. Donc attitré le Matin d'Algérie. Radio des sans-voix, la demande de rendez-vous d'Abdelkrim Zrilech, mais la CNDH face à un test décisif. À l'approche de plusieurs procès qui le concernent, le militant politique Abdelkrim Zrilech a sollicité un rendez-vous auprès de la nouvelle présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, donc Maya Sahli Fadl. Cette initiative, qui pourrait sembler administrative, prend en réalité une dimension politique majeure dans un contexte où l'institution est régulièrement accusée de manquer d'indépendance et de rester alignée sur les positions du pouvoir. Et on finit avec ce qu'a écrit donc Comité for Justice, cette association qui défend les droits de l'homme et les libertés, qui est basée à Genève. La condamnation du journaliste Mustafa Benjama à de la prison ferme est une consécration de la présaille judiciaire. Donc, peut-on lire sur le site de Comité for Justice, une association basée donc à Genève, en Suisse, qui défend les droits de l'homme et les libertés. Donc, est revenu sur la situation du journaliste algérien Mustafa Benjama. Voilà, donc une revue de presse très rapidement, des titres concernant donc notre thème pour ce soir. Je ne sais pas, donc c'est Yamina Bayali, journaliste, donc militant des droits humains, est avec nous. Est-ce qu'elle nous entend? Je vous entends maintenant, oui. Ah, bonsoir. très bien. Bonsoir, marhaba bik, Yamina, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, je vous en prie. Merci. Je pense aussi qu'on a Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris, par téléphone aussi. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, c'est ma sœur. Mes salutations à Yamina et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Avant de vous donner la parole, d'abord, on va juste vous faire passer donc les déclarations du ministre de la Justice, Lotfi Boudjmaa. Dans ses déclarations,
On l'écoute et je reviens à vous juste après. كل في موضعه. ويبقى التحدي انه انسان يحاول من موقعه انه يضيف لبنه. بماذا؟ بعمله وجده. انتم الان في القضاء الاداري انتم الضامن الوحيد. يعني بمعنى المواطن لما يجي يتظلم من المواطن يروح المحكمه. مواطن لما يجي يتظلم من مؤسسه يروح المحكمه. ولكن لما واحد يتظلم من الاداره راح يجي لعندك. انت الضامن والفاصل بين الاداره والجهه الاخرى سواء كانت اداره او مؤسسه او مواطن. طبعا ما يشتهى مسؤوليه تدخل في القضاء الاداري سواء ما هو قضاء فيه قضاء الالغاء، فيه قضاء التعويض، في عده منازعات مختلفه تتطلب بالقاضي اليقظه والتكوين. كانت اول يعني المراحل الاولى في اصلاح العداله هو لما في سنه Voilà, donc Lotfi Boudjma, le ministre donc, de la Justice, qui parle gagner la confiance du citoyen concernant donc, la justice algérienne. Maître Issa Rahmoud, je vais commencer cette question donc, avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez dans ces déclarations? Et surtout quand on parle du secteur de la justice en Algérie. Votre réaction? Écoutez, Sénassar, c'est pas le fait d'avoir des institutions, des infrastructures, comme le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire, les cours d'assises, la cour constitutionnelle, la cour suprême, pour dire qu'on a une justice qui est indépendante. Quand on voit la qualité de la formation des magistrats, quand on voit que le citoyen aujourd'hui a peur d'accéder au palais de justice, qu'il considère que ses droits ne sont pas garantis, ne sont pas protégés. Donc il y a un problème de fond. Et le problème de fond est avant tout un problème de politique, un problème structurel, un problème culturel, un problème de légitimité. Parce que quand on voit des jugements rendus par le tribunal de première instance, ils font office pour la plupart à des appels au niveau de la cour d'appel. Et quand on voit que les mêmes arrêts de la cour d'appel se pourvoient devant la cour de cassation ou devant les instances, les institutions supérieures quand il s'agit de juridictions administratives. Et ces recours, ces voies d'appel sont exercées soit par le prévenu, la victime et le parquet. Personne n'est satisfait. Et là, donc, il faut se poser cette question. Est-ce que la justice est impartiale? Est-ce que les juges sont indépendants? Et quand on revisite à l'occasion le fonctionnement des attributions du Conseil national de la magistrature, qui est un organe très important pour les magistrats et le meilleur indice de l'indépendance des magistrats dans un pays. Quand on le compare à titre d'exemple au CSM en France et au CSM au Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie, force est de constater que le fonctionnement, l'articulation et les attributions du Conseil national de la magistrature algérien ne garantit pas l'indépendance des magistrats. On a vu des affaires de détenus politiques, de détenus d'opinion. Le dossier arrive avec l'enquête préliminaire et les PV établis par la police judiciaire. De facto, le procureur, à l'occasion d'une présentation, quand il y a déferment devant le juge d'instruction, c'est une lettre à la poste. Et souvent, c'est sanctionné par des mandats de dépôt et des condamnations très sévères. Donc, il n'y a pas d'indépendance des magistrats par rapport au pouvoir exécutif. Et on revient aussi à l'histoire, à la garantie de l'inamovibilité des magistrats. Ce n'est pas consacré en Algérie, à tel point aujourd'hui, travailler au sud du pays est devenu une sanction contre les magistrats.
Quant à sa présidence, dans le statut du Conseil national de la magistrature, le président demeure toujours le président du Conseil, qui délègue bien sûr ses pouvoirs et attributions au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc ça, c'est pour résumer un peu le fonctionnement et les inquiétudes que posent aujourd'hui les organisations des droits humains par rapport à la justice. Très bien. Reste avec nous, Maître Issa Rahmoun. Yamina Bayer, je rappelle que vous êtes journaliste militante aussi des droits humains. Quand on parle de la justice en Algérie, quelle est la réaction qu'on peut avoir? On vient d'entendre l'analyse de Maître Issa Rahmoun, mais aussi la revue de presse que j'ai passée au début de l'émission, quand on parle de la situation, par exemple, du journaliste et militant politique Abdelkrim Zrilich, qui va avoir plusieurs procès presque en un seul mois, mais aussi la condamnation du journaliste Mustafa Benjama, qui a été soulevée aussi par le Comité for Justice, cette association qui défend donc les droits de l'homme et les libertés dans le monde. La situation aussi la situation donc de SOS disparu. Son siège a été fermé donc il y a quelques jours par les autorités algériennes. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle de la justice en Algérie, Yamina Bayer? Oui, en fait, il y a un décalage entre toujours le discours officiel et la réalité des choses. Le ministre parlait de la forme peut-être de ce qui est existant en Algérie. On a des tribunaux, c'est vrai. On a des lois, nous avons des juges. Mais le plus important, c'est le fonctionnement de ces institutions, l'indépendance des juges et surtout la garantie d'un procès équitable. Nous avons vu au cours de ces dernières années des procès incroyables, des kafkaïens. Les poursuites, oui, par exemple, Abdelkarim Zrilich, il a 5 procès en 4 jours. 5 nouveaux procès. Et souvent, c'est des accusations, c'est-à-dire similaires, c'est des affaires similaires, des publications sur Facebook, mais il y a plusieurs affaires qui sont déclenchées contre lui, et il y a plusieurs activistes aussi, militants, journalistes qui sont dans la même situation. Comment parler d'un bon fonctionnement ou d'une justice qui fonctionne très bien et une garantie pour le citoyen, c'est-à-dire qui va vers la justice et qui peut avoir ses droits. Vous avez cité le cas de Mustafa Benjama, Oui. qui est sous ISTN depuis, je crois, 7 ans déjà. Il a 11 affaires en justice. L'exemple le plus récent, c'est son dernier procès où la juge l'a interrompu, l'a empêché de répondre, c'est-à-dire de lui donner le temps de parole nécessaire pour se défendre. Avec toutes les poursuites contre les activistes depuis le Hirak et toutes les personnes qui se retrouvent en prison déjà parce qu'elles ont juste exprimé leurs opinions politiques ou soutenu tel ou tel pour défendre les droits humains. Déjà, je crois qu'il est vraiment le ministre, il est complètement à côté de la plaque. Il vit dans une autre Algérie qui n'est pas celle dans laquelle se retrouvent toutes ces personnes-là. Il y a la fermeture de SOS disparu. À la suite, d'après ce que j'ai compris, c'est une décision administrative qui est venue de la wilaya d'Alger. C'est une association qui a documenté les disparitions forcées pendant les années, pendant la décennie 90. noire. Voilà. Et c'était le rempart de toutes les familles des disparus. C'était un lieu d'espoir, de vérité, de recherche de vérité. Et là, ils ont fermé l'association. Et bizarrement, ça intervient juste après l'élection de la nouvelle présidente du CNDH. Donc, c'est un signe fort sur le fossé qui s'est creusé entre la société civile et tous ces organes qui sont supposés normalement, qui sont censés protéger les citoyens et voilà.
Hmm. Très bien. Restez avec nous, Yamina. Maître Issa Rahmoun, on va revenir un peu sur la situation de SOS disparu. Et là, bien sûr, je vais citer le communiqué de SOS disparu. Rappelons que, donc, à sa tête, euh, euh, si vous me rappelez, donc, Dutour, Nassera Nasser Dutour, Dutour. pardon. Nassera Dutour, absolument. Et donc, elle a été expulsée aussi de son propre pays. Et là, je vais citer donc le communiqué, cette opération brutale ne vise pas seulement une organisation, elle frappe directement les familles de disparus, celles qui, depuis des décennies, cherchent la vérité, la justice et la reconnaissance. En fermant SOS disparus, les autorités algériennes tentent de réduire au silence l'un des rares espaces où ces familles pouvaient être accueillis, écoutés, accompagnés et soutenus dans leur démarche. Après avoir expulsé la présidente de son propre pays, les autorités algériennes franchissent une nouvelle étape dans la répression. Maître Issa Rahmoun, depuis 2019, on a vu une évolution en termes de loi liberticide, en termes de répression, en termes de gestion répressive ou sécuritaire, on va dire, inédite en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire fermer donc le siège de SOS disparu? Ben, c'est Nasser, le fait de fermer le siège d'SOS disparu avec un arrêté de la wilaya d'Alger ne veut pas dire que le combat pour la question de la disparition forcée va s'arrêter par une mesure administrative. Parce qu'il s'agit d'un combat politique, il s'agit d'un combat pour les droits humains. C'est des crimes imprescriptibles qui ne peuvent pas disparaître par un arrêt ou faire disparaître par un arrêt d'une wilaya. Et ce qu'on a constaté effectivement depuis février 2019, l'espace de la société civile en Algérie, non seulement il est verrouillé, non seulement il est atomisé, non seulement il est combattu, mais il est complètement effacé de la sphère sociétale, de la sphère politique en Algérie. Souvenez-vous de la dissolution du Rassemblement Action Jeunesse. Souvenez-vous de la dissolution arbitraire de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Souvenez-vous de la dissolution et la mise en prison de tous ces acteurs. Et là, je pense aussi à SOS Babloued. La fermeture de Radio M, la fermeture des journaux en ligne, des journaux électroniques en ligne. Donc, ça nous renseigne d'une volonté des autorités algériennes d'en finir avec l'exercice de la citoyenneté. Et la fermeture de Rage aussi. Oui, oui, je l'ai cité. C'était la première organisation qui avait subi les foudres du régime politique algérien. Et quand on dissout tous ces organes, toutes ces associations, ces instances de médiation, ces corps de médiation dans une société, c'est-à-dire que on ne veut plus d'exercice de citoyenneté dans un pays qui se veut démocratique et populaire, dans un pays où les générations qui nous ont précédés ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leur chair, leur sang, leurs enfants, leur temps, pour qu'aujourd'hui, un régime pareil arrive et balaye tout ça avec des décisions administratives, avec des décisions judiciaires, et où tu n'as pas le droit à un recours effectif, que ce soit au niveau national. Et quand il y a un recours international, la saisine des mécanismes onusiens ou des groupes de travail des Nations Unies, on est accusé d'appartenir à l'Iyad al-Kharijiyya. Pire que ça, l'adoption de la loi sur la déchéance de la nationalité vient boucler le cycle autoritaire et dictatorial de la volonté du régime en intimidant la diaspora qui continue à alerter l'opinion et nationale et internationale sur ces atteintes aux droits fondamentaux, sur ces exactions et violations de la question des droits humains. Il ne faut pas oublier aussi, Nasser, non seulement la société civile avait subi ce genre de décision arbitraire, mais aussi la classe politique.
Quand on voit le MDS, la fermeture des locaux du MDS, la suspension du Parti socialiste des travailleurs, les restrictions, les intimidations sur le rassemblement pour la culture et la démocratie, ça nous renseigne aussi que même au niveau politique, parce qu'au niveau politique, ces partis sont censés travailler, militer pour prendre le pouvoir. Et ils les empêchent d'exister. Quand on empêche un parti politique d'exister, quand on instrumentalise un syndicat, quand on met en prison des syndicalistes à l'image de Ali Ma'amri, c'est bon, classe, domaine. Classe, ils ont fermé le pays. Et tu n'as plus le droit à un recours ni interne, ni international, ni à ton droit à l'exercice de la citoyenneté. Aujourd'hui, Nasser Adjutour, SOS disparu. Sur le plan légal, il faut le dire, pour être très objectif, ce n'est pas une association qui a été agréée. Longtemps, Nasser Adjutour avait tenté d'enregistrer son organisation. La réponse de l'administration était un niet catégorique, un refus absolu. Et dans l'usage, justement, dans le jargon politique et juridique à la fois, usage vaut loi. C'est-à-dire quand il y a une association qui a une expérience, qui a pris sa place dans le champ civique, elle est reconnue de fait, agréée de fait. Et ça, c'est dit aussi par la loi 0612 relative aux associations. Donc on a en face de nous un régime qui peut créer les meilleures lois du monde. D'ailleurs, l'Algérie a classé en termes de hiérarchie des normes des conventions et pactes internationaux ratifiés par l'Algérie et publiés dans le journal officiel sont supraconstitutionnels. On a dépassé même la France en termes de hiérarchisation des lois, des priorités et des valeurs de loi. Mais force est de constater que même si l'Algérie a ratifié ces textes, que même la Constitution a consacré la primauté du droit international sur le droit interne, l'Algérie ne fait que vendre cette image de pays démocratique, mais au fond et en interne, c'est un pays dictatorial qui demeure fermé. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Yamina Bayar, avant de vous donner la parole, on va écouter une autre fois le ministre donc, de la Justice, Lotfi Boudjema'a, qui a déclaré يوجه تعليمات بتحسين الخدمات والفصل في القضايا. Dans une autre déclaration aussi, il parle يجب على القاضي التعامل بمنظور دولي. On va l'écouter. يعني المجهودات نتاع القضاء، المجهودات نتاع الموظفين والمرافقه نتاع الساده المحامين وكل شركاء العداله ما نوصلش للنتيجه. حاولوا الشيء اللي ركزنا عليه اللي يكون فيه شمول المواطن ما نعاودش نتكلم عليه، من عده مناسبات سهلوا الخدمات للمواطنين بالنسبه للحصول على اغلب الوثائق، وحاولوا طرحوا ايضا بالنسبه للقضاء الالكتروني ماشي يديس كل الاقسام شويه الشيء اللي حاليا تنفيذ الاحكام القضائيه اللي تكلمت عليها، تحسين الخدمات، وتقريبا الانسان يحاول القاضي على الاقل يفصل في الملفات على حسب الاهميه باريحيه. حاولوا تفعلوا الصلح، حاولوا تفعلوا بدائل المتابعه في النيابه، حاولوا الانسان الملفات البسيطه ما تخلوش القاضي يغرق. في الجلسه الملف كميه ملف احيانا في بعض الملفات اللي ما تستاهلش، غالبها ملفات بسيطه جمح بسيطه، في حين انه ربما هو يحتاج الى وقت، يحتاج الى انه يبذل مجهود في ملفات اكثر اهميه تتعلق بنزاعات موضوعيه ونزاعات ماليه الى اخره. دونك هذا هو واش عندي. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. ما نجمش ننظروا للتاجر ولا ننظر للمؤسسه التجاريه من منطق اقليمي ضيق، لا. الان خلاص نتعاملوا مع دول، نتعاملوا مع مؤسسات دوليه، لازم القاضي يكون متمكن من الاليات تاعو، المحامي ثاني يكون متمكن من الاليات نتاعو باش نرفعوا المستوى. الان نتكلموا على التحكيم الدولي. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Yamina Bayar? Quand on entend le ministre donc, de la Justice, et vous l'avez soulevé aussi dans votre
intervention, vous avez parlé du fossé qu'il y a entre ces déclarations, entre les textes qu'il y a bien sûr juridiques et la réalité que vivent les Algériens quand ils ont en face d'eux donc la justice algérienne. Vous êtes journaliste et depuis 2019, c'est des dizaines de journalistes qui ont été emprisonnés. C'est un contraste qu'on n'arrive pas à comprendre. Yamina Baye. Oui. Non, c'est-à-dire déjà, il parlait des procédures, c'est ça. Je n'ai pas très bien compris, mais je crois qu'il parlait des procédures des citoyens et de facilité de travail, c'est-à-dire de l'administration, c'est ça? Des juges, absolument. C'est-à-dire pour faciliter le travail des juges, pour qu'ils aient plus de temps pour traiter des dossiers plus lourds. Si j'ai bien compris. L'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a des cas où, je ne sais pas pour les autres, les personnes qui sont poursuivies ou bien qui ont des affaires dans le droit commun, il y a quand même c'est-à-dire des fois c'est à la traîne, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais là, sur les sujets vraiment dont on a parlé depuis 2019, politique, on va dire. Politique, exactement, et voilà, les affaires politiques. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas de réponse carrément, ça traîne. Il y a des personnes, par exemple, qui ont été emprisonnées, à qui on a pris le passeport. Ensuite, elles ont été acquittées, elles n'ont pas encore récupéré leur passeport. Elles ne savent pas vers qui s'adresser. Ou bien elles s'adressent au procureur et ça n'avance pas. Parfois, il y a des affaires qui sont tellement compliquées que la personne, elle sait pas vraiment comment s'en sortir, comment sortir de là. Il y a même des interdictions de sortie qui n'ont pas été notifiées. Voilà. Les ISTN qui n'ont pas été notifiés, justement, c'est des interdictions arbitraires. Et ces personnes-là, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles sont face à un mur parce qu'elles vont au tribunal administratif ou bien... c'est-à-dire qu'il y a une procédure, mais il y a un vide juridique. Quand qu'il parle, par exemple, de se référer à la loi internationale, je ne crois pas les juges... Dans ses déclarations, il a parlé que l'Algérie donc a ratifié, bien sûr, des lois internationales, mais aussi on a aussi et sur cette question, Yamina, quand on entend le ministre, on se dit que le ministre fait très attention par rapport à l'image de l'Algérie donc à l'extérieur, surtout quand il s'agit des droits de l'homme ou des libertés. Oui. Absolument. Alors qu'on est en train de voir, c'est le contraire. Quand on voit par exemple la situation de Nasser Al-Tour et d'autres Algériens, par exemple, je pense que vous connaissez très bien aussi le journaliste Hassan Qadi, sa situation, il est emprisonné plusieurs années. On se dit, les pratiques qu'on est en train de voir, c'est tout à fait le contraire de ce qu'a dit le ministre de la Justice. Exactement. Je l'ai entendu lors des procès plusieurs fois. Des avocats qui soulèvent la question du non-respect des conventions ratifiées par l'Algérie par les juges. Il y a aussi les réponses de l'État algérien. Par exemple, quand l'État est contacté par les organes onusiens, ils expliquent aussi que l'Algérie a respecté le droit international, mais alors que c'est faux. Parce que déjà dans la loi algérienne, il y a plusieurs violations, c'est-à-dire qu'elles sont pas... il y a certains articles qui ne correspondent pas aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Donc je ne comprends pas comment il peut parler de respect, alors que la loi en elle-même, il y a des fautes graves dans cette loi-là. C'est-à-dire, avant de parler, de dire que les juges doivent et les avocats doivent se référer aux conventions ratifiées, par exemple, il faut déjà corriger toutes c'est-à-dire tous les articles qui ne sont pas conformes. Voilà, il faut commencer par là, avant de parler de l'application. Et nous l'avons vu dans le dossier d'Ihsan Al-Qadi, dans l'affaire de Mustafa Benjama, par exemple.
Absolument. Il y a Ira au Farah, il y a une application, par exemple, de la loi à rétroactive, c'est-à-dire il y a une loi qui a été adoptée, je crois, en 2020, et on cite des, soi-disant, des faits qui ont été commis avant 2020, ou bien, je crois, 2021. Hmm. Donc, il faut corriger toutes ces erreurs-là avant de parler, parce que souvent, en Algérie, les représentants c'est-à-dire les personnes qui représentent la justice ou bien les droits humains, comme par exemple le président du CNDH ou bien le ministre de la Justice, quand ils s'expriment, c'est-à-dire que quand ils sont poussés à s'exprimer déjà, parce que pour sauver les apparences devant la communauté internationale, devant les organes onusiens, c'est juste pour montrer, c'est une façade. Mais réellement, ce qui se passe réellement, c'est complètement différent. Il y a plusieurs violations. Hmm. Très bien. Restez avec nous, Yamina. Maître Aïssa Rahboul, il faut rectifier les erreurs, a dit notre invité Yamina Bayal, quand il s'agit donc des lois, mais aussi des pratiques qu'on est en train de voir. On en a fait des émissions par rapport à 87 bis, mais aussi la loi sur la déchéance de la nationalité, la loi sur les partis politiques, la loi aussi sur les médias. Maître Aïssa Rahmoun, on se pose la question, comment l'Algérie peut être gérée avec cette approche sécuritaire, cette approche de répression. Comment peut-on continuer à gérer l'Algérie de cette façon? D'abord, avant de vous donner la parole, on va écouter M. Voul, donc le rapporteur onusien de l'ONU, donc question des droits de l'homme, qui était en visite en Algérie. Il avait parlé aussi de la société civile. On va l'écouter dans ce passage. La société civile dans son ensemble. Mais il est de mon avis que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement sur l'aspect économique, sur la prise en compte des besoins économiques à travers, par exemple, la construction des logements sociaux, à travers des efforts. Mais le problème reste, c'est l'espace de la société civile. Et quand je parle de la société civile, je parle aussi de la société civile dans toute sa diversité. Celle qui a aussi le droit de pouvoir critiquer les politiques publiques. Et ces critiques doivent être acceptées. Parce que la critique, elle fait partie aussi de la construction d'un État. Elle rend les décisions politiques plus adaptées aux besoins de la population. J'ai, et je l'ai dit d'ailleurs, constaté une certaine acceptance pour une société civile qui n'est pas trop critique, et celle qui est trop critique, il y a une méfiance. Et j'ai rappelé au gouvernement d'ailleurs qu'il faut nécessairement construire cette confiance. Et j'ai dû lire à travers un certain nombre d'échanges que j'ai eus, même à travers un certain nombre de textes, que la préoccupation, une des préoccupations... Voilà, Monsieur Voul, donc le rapporteur de l'ONU aux questions des droits de l'homme, qui était donc en visite en Algérie, il a parlé de la société civile, mais aussi de la confiance du citoyen, et il a parlé aussi des voix critiques. Maître Aïssa Rahmoun, cette évolution, on a parlé souvent bien sûr des lois liberticides, de l'article 87 bis, mais aussi des lois concernant donc les partis politiques, la loi de la déchéance de la nationalité. Cette évolution inquiète beaucoup, non seulement les défenseurs des droits de l'homme, les militants politiques qui sont en Algérie, mais aussi les organisations internationales qui défendent les libertés et les droits de l'homme. Effectivement, c'est pas seulement l'ordonnancement juridique à travers les lois adoptées par l'Assemblée nationale et qui sont souvent suivis par des décrets d'application qui craint. C'est pas le fait de rectifier cet ordonnancement. Il s'agit avant tout d'une volonté politique.
il n'y a pas de volonté politique pour mettre à jour, pour actualiser ce qui est législatif, ce qui est constitutionnel, ce qui est conventionnalité, ce qui est constitutionnalité. Yamina avait évoqué les cas de Hassan El-Qadi, Mustafa Ben Jama et Zrlich dans le respect de la conventionnalité. Et par ailleurs, plusieurs confrères, dont Maître Hebboul, avaient introduit des QCM, des questions de prioritaires, QCP, pardon, questions constitutionnelles de priorité. Et le juge ne s'est pas arrêté là pour arrêter la procédure, saisir la Cour constitutionnelle ou s'auto-saisir sur les questions conventionnelles, parce que ça relève de sa compétence. Donc il s'agit d'une volonté politique qui est absente chez les autorités. Cela a été confirmé par 2 rapporteurs spéciaux qui ont pu visiter l'Algérie et puis échanger soit avec les autorités officielles, soit avec les activistes. Rappelons que Ahmed Mansouri avait été interpellé, convoqué à plusieurs reprises pour le fait de rencontrer Raymond Voulet et Marie Lawler, la rapporteuse spéciale chargée de la question des défenseurs. Et quand on entend les conclusions, quand on lit les conclusions des 2 rapporteurs spéciaux qui ont saisi l'Algérie 8 ans avant leur venue pour avoir une autorisation et visiter le pays, ce n'est pas seulement ce que disent en interne les militants des droits humains, les avocats, les journalistes, les syndicalistes, enfin la société civile en général, mais c'est aussi les observations qu'ont eu ces 2 rapporteurs spéciaux. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace pour la société civile. Et quand les politiques publiques sont adoptées, on n'est pas dans un régime royal, ce n'est pas des décrets royaux, c'est qu'une politique. Même les décrets royaux aujourd'hui, ils sont critiqués par la société civile de par le monde. Quand on part aux pays scandinaves, quand on part au Royaume-Uni, quand il y a des décisions des politiques, elles sont critiquées par des organisations, des syndicats, des partis politiques. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à la critique en Algérie. On n'a plus le droit à avoir une autre voix que celle, une autre parole que celle du gouvernement, que celle des décideurs politiques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça craint beaucoup pour l'avenir du pays. Parce que la répression, trop de répression, peut engendrer une explosion. Et cette explosion, justement, quand on élimine à l'avance, au préalable, toutes les voies de médiation, toutes ces structures qui peuvent jouer justement le rôle de médiation, d'accompagnement social, d'accompagnement syndical et politique à la fois sont dissoutes, le régime va se retrouver devant une situation, il va chercher avec qui négocier, ils ne vont pas trouver. Est-ce que vous pensez, Maître Aïssa Rahmoul, que la justice est devenue un levier dans les mains donc, du pouvoir pour faire taire, on va dire, les voix discordantes, les voix critiques? Ah oui, ça, j'ai l'ultime conviction, ça, il n'y a pas photo. La justice aujourd'hui n'est pas seulement un mécanisme entre les mains des décideurs politiques, mais c'est l'instrument de répression à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'on en a vu des affaires, on en a vu des cas où même la justice militaire, que ce soit la justice civile ou la justice civile, parce que foncièrement déjà les juges, ils ont eu une formation antipopulaire, ils ont eu des formations anti-défense, ils ont eu des formations en non-respect des principes de conventionnalité, de constitutionnalité, même si on va trouver des juges très brillants, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce qu'il risque effectivement, on revient sur le principe de l'inamovibilité des magistrats, de se faire muter à 800 bornes de chez lui. Et là, donc la sécurité juridique du magistrat n'est pas garantie. On ne peut plus parler de sécurité juridique pour des citoyens lambda.
Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Yamina Bayar, quelle est l'image de la justice algérienne à l'international? Vous avez parlé bien sûr des ONG, des organisations qui ont critiqué la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Quelle est l'image de la justice algérienne à l'international? Je peux dire que heureusement qu'il y a des ONG internationales qui aident vraiment, qui ont aidé des victimes en Algérie de cette répression et aussi d'aider les défenseurs et défenseuses des droits humains qui n'ont plus aucune protection en Algérie. Il n'y a aucun organe qui peut les protéger. Je l'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a le CNDH, il y a l'Observatoire de la société civile qui ont vraiment failli à leur mission. Le CNDH, Yamina, oui. Pardon, je vais vous couper la parole. Donc le CNDH, le juste pour national... la Commission nationale des droits de l'homme. Exactement. Voilà. C'est le Conseil. L'ancien président ne s'exprimait que pour dire que l'Algérie nouvelle a de nouvelles institutions, et que tout est bien, nous avons tout, et que les détenus, c'est pas des détenus d'opinion, qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Donc voilà, c'est-à-dire que oui, il y a des ONG qui ont travaillé sur l'évolution, par exemple, des lois en Algérie depuis le Hirak. Donc j'ai bien, il y a des ONG qui ont aidé des Algériens, des victimes, par exemple, dans les procédures spéciales devant l'ONU. Et le groupe, par exemple, de travail sur la détention arbitraire a statué plusieurs fois qu'il y a eu des détentions arbitraires de quelques journalistes et activistes. Donc voilà le travail, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que le pouvoir algérien n'apprécie pas les ONG internationales. Mais l'argument avancé par Yamina, je m'excuse, hein, je vous ai coupé une deuxième fois. L'argument avancé par les autorités algériennes, c'est que ces ONG sont politisées. Souvent, cet argument est avancé et qu'on parle donc que ces ONG donc sont instrumentalisées par des puissances pour faire pression, entre guillemets, sur l'Algérie. Tout à fait. Il y a une propagande qui circule et qui a réussi d'ailleurs, parce qu'il y a une méfiance aussi de la part des victimes. Il y a une méfiance, c'est des personnes qui se méfient des ONG, qui disent non, moi je ne veux pas d'ONG, je ne veux pas être aidée, je ne veux pas qu'elle fasse un communiqué. Et c'est une stratégie pour isoler la société civile du monde extérieur, c'est-à-dire on ferme l'espace civique, on réprime la presse, on réprime les militants, on réprime les partis politiques, il n'y a plus d'associations, on installe un arsenal juridique liberticide, et en plus de tout ça, on va isoler la société civile de l'international, de l'extérieur, et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Et dans ces ONG-là, il y a plusieurs Algériens qui travaillent dans des ONG internationales. Il y a des personnes d'Afrique du Nord, des Africains, il y a des Arabes, donc ce n'est pas forcément, c'est des personnes de l'Occident qui veulent du mal à l'Algérie et qui essayent de déstabiliser. Et ces organisations-là de défense des droits humains travaillent selon des critères, elles ont des bases, elles documentent, elles font un travail de documentation, c'est-à-dire avec des preuves. Et elle travaille avec des experts en plus, en droit international. Donc voilà, je dis heureusement qu'elles existent. Voilà. Et en Algérie, nous n'avons qu'il n'y a qu'une seule ONG qui a un agrément, c'est Amnesty International. C'est la seule, voilà. Et je pense que ça a été cité aussi par le chef de l'État, Majid Tebboune, dans plusieurs interviews, que l'Algérie fait confiance à Amnesty International dans ses rapports. Mais Yamina Bayar, je vous laisse la parole. Juste quelque chose. Oui, c'est juste par rapport justement aux ONG. Tebboune a dit que, critiquant le travail de RSF, il a dit que quand Ihsan El-Qadi était en prison, que ما يستعرفش les ONG ni même Amnesty ni RSF, et qu'il reconnaît uniquement les organes de l'ONU. Mais quand les organes de l'ONU correspondent avec l'État algérien, donc là aussi, il n'y a pas vraiment c'est-à-dire de réponse positive, c'est-à-dire d'amélioration de la situation de cette personne-là,
Il y a des personnes qui ont été libérées, mais qui restent encore poursuivies en justice. C'est-à-dire le pouvoir continue à les harceler. Donc voilà la situation. Très bien. Restez avec nous, Yamina. Il me reste presque 3 minutes à 4 minutes. Je vais vous donner 1 minute 30 chacun. Maître Aïssa Rahmoun, je pense que vous m'avez corrigé. Il s'agit bien sûr du Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. J'ai dit, je pense, commission. Maître Aïssa Rahmoun, pourquoi d'après vous, cette politique répressive? Pourquoi cet arsenal juridique depuis 2019, alors qu'on s'est dit du temps de Bouteflika, beaucoup d'Algériens ont critiqué la présidence de Bouteflika, sa gestion du pays, mais on n'a jamais connu des lois liberticides comme celle d'après 2019, jamais autant de répression, jamais autant de journalistes emprisonnés, militants politiques, mais aussi des personnalités. On parle de Karim Tabou, on parle de Mohsen Belabbas qui est poursuivi en justice, de Fethi Gharras et d'autres aussi. Pourquoi, d'après vous, pourquoi cette gestion répressive, Maître Aïssa Rahmoun? Moi, je pense que la citation de Reda Malek, la peur doit changer de camp, est toujours d'actualité. Parce qu'après le 22 février 2019 et le Hirak algérien, des Algériens, le régime a peur. A peur déjà pour sa survie. Et quand on s'accroche au pouvoir, donc il y a beaucoup d'intérêts, qu'elles soient politiques, d'influence, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient aussi financières et économiques à la fois. Donc cette peur qui ronge aujourd'hui les décideurs, que ce soit l'état-major de l'armée ou le Mouradia, ou au niveau des oligarques, les ronge jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela Donc vous pensez qu'il y a une peur, il y a une peur du retour du Hirak, c'est ce que vous êtes en train de dire? Ah oui, elle est certaine, elle est certaine. La peur, elle est toujours là, parce que si on libère l'initiative, si on applique la Constitution, le droit à un rassemblement, le droit à des réunions publiques, mais aussi à des réunions dans les locaux des associations, des partis politiques, l'initiative citoyenne, voilà. Si l'initiative citoyenne est respectée, je pense que même les juges, ils vont se libérer. Les administrateurs, les fonctionnaires des administrations, ils vont se libérer, comme l'a très bien démontré le Hirak. Le Hirak a libéré tout le monde. Vous voyez très bien qu'il y avait des avocats qui étaient élus chez le FLN, le RND, enfin les partis qui étaient proches du pouvoir. Ils se sont libérés, ils étaient dans la rue pour demander la chute du régime. Ça a libéré tout le monde. Et la libération de la société, la libération de l'initiative, ils ne veulent pas permettre une deuxième fois de libérer le peuple parce qu'il s'agit de signer leur acte de décès. Je dirais comme le régime est un régime très musulman même, et un musulman ne peut pas se suicider. Très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Yamina Béar, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y a une peur du retour de Hirak, comme l'a expliqué Maître Aïssa Rahmoun? C'est pour ça qu'on est en train de voir toutes ces lois ou cet arsenal juridique, mais aussi cette répression, surtout depuis 2019. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, oui. Je peux dire qu'il y a la peur des deux côtés, c'est-à-dire, comment dire, la nagar khaïfin. Il y a les citoyens le citoyen qui a peur d'être réprimé et de parler parce que la répression s'est étendue des activistes aux citoyens lambda c'est tout le monde qui a peur, avec les nouvelles lois surtout. Et puis, il y a le pouvoir aussi qui a peur. Il a peur du retour du Hirak, il a peur de... Donc, parce que si le pouvoir n'a pas peur, il va arrêter la répression. C'est-à-dire, ils auraient pu libérer les détenus d'opinion, etc. Mais on a vu que
de plus en plus, il y a des lois dangereuses, comme la loi sur la déchéance de la nationalité. Donc, ça continue. Et du moment qu'il continue, ça veut dire qu'il a toujours peur. Voilà. Merci beaucoup, Yamina Bayal. Yatikoum Saha, merci d'avoir participé à cette émission. Yamina Bayal, donc je rappelle, vous êtes journaliste militant des droits humains. Vous étiez avec nous depuis Londres, parti la Fion Yatek Saha ou Sahaf Torek. Merci à Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la FID, la Fédération internationale donc, des droits humains. Et, vous étiez avec nous depuis Paris. Et en bon musulman, comme vous l'avez dit, je vous souhaite Sahaf Torek, Maître Issa Rahmoun. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha. صحفتكم وبقوا على خير.